Cette petite fille, c'est moi, Bouchra, filmée en 1978. J'ai 10 ans. Mes parents viennent du Maroc, mais je suis née en banlieue parisienne. Je suis une beurette. En tout cas, c'est comme ça qu'on appelait les filles arabes dans les années 80. J'ai l'air d'une enfant comme les autres, et pourtant j'ai grandi sans savoir qui j'étais, écartelée entre deux mondes, deux cultures, deux histoires. Mais à force de combat, ma génération a su tracer son chemin, ouvrir une voie, trouver sa place en France. Aujourd'hui, face au repli communautaire et identitaire, il faut raconter notre histoire parce que le meilleur est toujours possible. Alors, il était une fois. Toutes les histoires commencent comme ça. Mon histoire commence en banlieue parisienne, à Bobigny, avec la construction de ce qui deviendra ma cité. On ne se l'imagine pas aujourd'hui, mais à cette époque, tout le monde rêve d'un logement HLM. Les familles maghrébines qui habitent les bidonvilles et les familles françaises qui ont du mal à se loger. En 1969, mes parents emménagent Cité de l'Amitié, l'une des plus modernes de Bobigny. Elle offrait un cadre de vie exceptionnel pour les enfants. Un endroit a profondément marqué mon enfance, le centre de loisirs. Il était installé dans la cave du bâtiment 4. Tous les jours après l'école, j'y retrouvais mes amis. Michel, Carole, Dalila, Nathalie. Pour nous qui n'avions presque rien, le centre était une parenthèse enchantée. L'été, l'aventure se poursuivait et on partait tous ensemble pour un mois en colonie de vacances. La seule exigence de mes parents était que je ne mange pas de porc. Pour le reste, je vivais mes vacances comme tous mes amis, avec bonheur. Sans m'en rendre compte, j'apprenais là toutes ces petites choses qui font la culture populaire française. Les jeux, les chants, les comptines. Nos moniteurs voulaient transmettre à tous les enfants, qu'ils soient des classes moyennes ou des classes ouvrières, français ou d'origine étrangère, des valeurs communes. Toutes ces activités étaient organisées par une femme exceptionnelle, Madame d'Henry. Elle avait créé les premiers centres de loisirs dans les cités pour qu'aucun enfant ne soit livré à lui-même. Elle est aujourd'hui encore la mémoire vivante de notre quartier. Il y avait une mixité de population extraordinaire. Alors on avait des gens de tous bords, des gens qui avaient des métiers complètement différents, et on avait des gens de pays complètement différents. À la cité, on voulait tous que les gens fassent la fête quand il fallait ensemble, se rencontrent. Parce que faire la fête, c'est une chose, mais se rencontrer, c'en est une autre. On se retrouvait pour faire un loto, pour faire de la musique, pour faire des réunions. Moi, je faisais la gymnastique pour les femmes. C'était quelque chose d'extraordinaire. Mon moniteur préféré, c'était Bob. J'adorais sa coupe de cheveux. C'est lui qui poussait nos parents, qui vivaient pour la première fois au milieu des familles françaises, à participer aux activités collectives. Il y a une expression qu'on n'utilisait pas à l'époque, parce que ça voulait rien dire, le vivre ensemble. À cette époque-là, on le faisait un peu comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Nous, on faisait du vivre ensemble. Enfin, on faisait pas tout seul, avec les autres.
Ce vivre ensemble dont parle Bob n'était pas le fruit du hasard. Dans nos banlieues rouges, la cité incarne un idéal de vie où toutes les cultures, toutes les classes sociales cohabitent. Mais au milieu des années 70, avec la crise économique, la vie dans la cité va commencer à changer. Je me souviens précisément du jour où nos moniteurs, Madame d'Henri en tête, ont organisé une manifestation pour défendre les centres de loisirs. On est parti en file indienne avec nos parents vers la préfecture de Bobigny, entonnant les chants appris en colonie de vacances. C'était ma toute première manif. Malgré tous nos efforts, les activités dédiées aux enfants dans la cité vont peu à peu disparaître, jusqu'à la fermeture définitive de notre centre de loisirs. Mais ce qui va vraiment changer le visage de la cité, c'est le départ des familles françaises, et donc de mes amis, Carole, Christine, Nathalie. Face à la crise, le président Giscard d'Estaing donne un coup d'arrêt au financement du logement social. En 1977, il met en place des dispositifs pour encourager l'accès à la propriété des classes moyennes. C'est la naissance des banlieues pavillonnaires. Les cités, conçues à l'origine pour être des lieux de mixité sociale et culturelle, deviennent en quelques années des ghettos pour les familles modestes et pour les immigrés en particulier. Mais la crise économique va avoir une autre conséquence pour les familles maghrébines. Par rapport aux 15 années de croissance rapide du passé, nous changeons d'époque. Nous menons une politique pour accompagner la diminution de la main-d'œuvre étrangère en France en étendant l'aide au retour à 1 million de travailleurs immigrés à partir du 1er octobre. Le père d'une de mes camarades de classe, Latifa, accepte l'aide au retour de 10 000 francs pour retourner vivre en Algérie avec femme et enfants. Je réalise alors que la France n'est pas mon pays et qu'un jour peut-être je devrais partir vers un ailleurs que je ne connais pas. Cette même année, des cours d'arabe sont organisés à la va-vite à l'école pour tous les petits maghrébins. Pour la première fois, je suis séparée de mes camarades français, comme s'il y avait deux groupes, eux et nous. C'est avec mon ami Wardia que je vais partager cette préoccupation nouvelle, terrible, se sentir différente. Ah oui? C'est la première fois que je vais y aller pour intervenir. Elle et moi, on se connaît depuis le bac à sable, même cité, même cours de récréation. Ça, je mets ça pour que tu brilles pas. En la retrouvant, j'ai pensé qu'elle s'était voilée, et puis elle a fini par me confier qu'elle luttait contre un cancer, mais que la vie était belle. Ouais, c'est bien. Moi, j'ai connu le racisme, je me souviens. On m'a dit, sale algérienne, t'es pas française. J'ai dit que j'étais française, que j'avais le droit d'être ici. Et puis, ça a fini, que mon père a été convoqué. Mon père m'a dit qu'on ne vienne pas un jour frapper à ma porte pour me dire que vous avez fait une bêtise ou... Parce que là, ça, non. Je veux pas qu'on parle de nous, en fait. Souvent, ils disaient ça. Je veux pas qu'on parle de nous. En mal, hein, bien sûr. En mal. J'ai bien élevé mes enfants, je veux bien élever mes enfants. Mon père, il a toujours dit qu'il faut respecter les Français, il faut vivre comme les Français. On m'a ouvert la porte, voilà. Dalila a elle aussi grandi cité de l'Amitié. Elle habitait le même bâtiment qu'Wardia, et comme elle est d'origine algérienne. Tous les ans, on allait au bled.
les grandes vacances. De là, c'est comme ça, j'ai connu mon pays. Mais c'est un pays magnifique. Au bled, ils disaient quand même, ah, les filles de, oh, les gens de France. Les immigrés. Les émigrés, oh, ils nous prenaient des pierres, ils nous les balançaient. Vous êtes des émigrés, les émigrés. Si, quand même. Hein. Il y avait quand même une différence. Alors nous, on ne savait pas où se positionner parce qu'on se disait quelque part, en France, on est considérés comme des émigrés. D'accord ? Tu vas dans ton pays, ton propre pays, tu es considéré comme une émigrée. Finalement, on doit se situer où ? On est au milieu, mais c'est quoi au milieu ? Il n'y a aucun pays au milieu. Cet entre-deux, cette terre du milieu qui n'existe pas, nous, les enfants de l'immigration, en grandissant, il nous faudra l'inventer. À 10 ans, je quitte l'école communale de mon enfance pour une école catholique située à 2 pas de ma cité, Charles Péguy. Mademoiselle Abgral, la directrice, avait été sensible à l'insistance de ma mère qui rêvait de m'offrir de belles études. Le premier jour, les sœurs m'ont demandé d'expliquer la signification de mon prénom devant ma classe. J'ai répondu que Bouchra voulait dire la bonne nouvelle. Tout le monde a applaudi et pour la première fois, j'ai aimé mon prénom. Mes amies, Wardia et Dalila, sont elles aussi admises à Charles Péguy. Ce qui plaît avant tout à nos parents, c'est qu'il n'y a pas de garçons dans l'école. Je me suis très vite plu à Charles Péguy. Je me sentais protégée par la bienveillance des sœurs. Le jour où un tag revendiquant la France aux Français a été peint en face de l'école, elles se sont mobilisées avec des élèves du secondaire pour le faire disparaître. À la fin de l'année, l'école va même organiser un spectacle sur le thème de la diversité du monde. À ma très grande surprise, je décroche le premier rôle, une fierté absolue. Avec ma cape blanche, je mets tout mon cœur à jouer une mouette qui voyage de pays en pays dans une version revisitée de Pinocchio. Ce spectacle, c'était la réponse des sœurs au racisme. Mais à la fin de mon CM2, un nouveau problème va faire irruption dans ma vie. J'ai bien failli ne jamais partir en classe verte. J'approche de la puberté et pour ma mère, me laisser partir 3 semaines loin de la maison est inconcevable. Je suis la fille aînée, je dois m'occuper de mes 7 frères et sœurs et l'aider aux tâches ménagères. Pour elle, je suis déjà une femme. Je viens d'avoir 11 ans. Mon institutrice va batailler pour que ma mère accepte que je suive mes amis en Bretagne. Durant ce séjour, loin de toutes mes responsabilités de grande, je réalise à quel point mes amis vivent une insouciance que je ne connais pas. La Bretagne, c'est magnifique. Tiens, tu es là, tu t'aimais bien commander, hein. Oh là là, tu Jusqu'à- dirigeais toi aussi. Jusqu'à hein. aujourd'hui. Ah, j'étais pas contente. Et là, tu toi. râlais, là, tu râlais, là. Ouais, ouais. Tu- Ah, tu me connais, toi. Dalila et Wardia découvrent pour la première fois le film tourné par les sœurs pendant ce séjour. Ah, t'es là. Oh, la tête que t'as. Oh Tu là regardes là. comme là. Avec Malika, c'est Malika à côté. Ah, ma petite sœur, ouais. Malika. Mais c'est incroyable. Ouais, ouais.
franchement, on était... Ah, mais j'étais pas différente des autres, hein, finalement. Tu vois, tout le monde était avec tout le monde, quoi. Ouais. Et ça, c'est magnifique. C'est des souvenirs que personne ne devrait oublier, quoi, normalement. Comme tu disais, hors de la maison, on vivait quand même. Hein. On s'amusait, on vivait vraiment notre vie de jeune fille, quoi. Après ce séjour, nos parents ne nous laisseront plus jamais repartir en voyage scolaire. Pourquoi cette protection? Pourquoi ne pas nous avoir laissé sortir? Pourquoi avoir eu autant peur? Pour nous, je pense que c'est par rapport à leur principe de vie. Je veux dire, en Algérie, ma mère, elle ne sortait pas. Pour elle, bon, bah, les garçons pouvaient sortir, avaient une liberté immense, que nous, les filles, non. C'était, bon, encore pour eux, pour ma mère, bon, bah, tu vas suivre des études et tout, ça va t'aider dans le futur. Mais, tout en étant, elle, dans son image, dans sa vision des choses, c'est que mes filles vont se marier, avoir un petit travail, c'est tout, point. Alors que nos amies françaises entrent dans l'adolescence avec légèreté, pour nous commencent les problèmes. Nos familles craignent le déshonneur et nos vies vont peu à peu basculer. Beaucoup de mes amies maghrébines sont contraintes par leurs parents d'arrêter leurs études. Au mieux, elles sont orientées en filière professionnelle pour apprendre rapidement un métier. Moi, j'ai la chance d'avoir une mère qui me pousse jusqu'au bac. Nos parents redoutent par-dessus tout qu'on vive comme les jeunes françaises, qu'on se maquille, qu'on fume, ou pire, qu'on sorte avec des garçons. Cette crainte de voir les filles s'éloigner du mode de vie traditionnel pousse les familles à les surveiller comme le lait sur le feu et peu à peu à les priver de liberté. Donc là, aidez, Mima. Une logique qui va conduire à des drames dans de nombreuses familles. C'est ce qui est arrivé chez mon amie Wardia. Dans l'appartement que sa mère habite depuis près de 50 ans à la Cité de l'Amitié, elle retrouve sa grande sœur, Chaba. Moi, je trouve que c'est osé ce qu'elle a fait, ma sœur. J'aurais pas pu faire ce qu'elle a fait. Pourtant, on a subi. Mais fuguer comme t'as fait partir, ne pas revenir le soir, au moment qu'il pleurait, j'aurais pas pu. Ah, mon papa était très très dur. École, maison, ne sortais pas. T'avais pas droit le week-end, t'avais pas droit d'emmener des copines, t'avais pas droit de faire un anniversaire. Nous, c'était rien. Maman, elle défendait, tu sais, elle défend les enfants, elle était les mamans. Je pouvais pas voir ma mère comme ça, elle subissait aussi. Je suis partie. Écoute, la nuit, voilà, ça m'a cogité dans ma tête. J'ai fait comme si j'allais à l'école et je suis pas revenue pendant 2 jours. Et la maman de ma copine m'a hébergée. La maman elle a eu peur d'avoir des problèmes, elle m'a emmenée au commissariat. Ils ont appelé mon père et ils ont fait la promesse de mon père de ne pas me toucher. Ils m'ont donné une petite carte avec un numéro. S'ils me touchaient, je les appelais là. Le lendemain matin, il m'a ramenée en Algérie. En Algérie, direct. Direct. Il m'a déchiré mon passeport au milieu de l'avion. L'avion, il a décollé. Il a dit, attends, tu ne reviens plus en France. Pendant ce séjour forcé en Algérie, Chaba va se marier. Elle n'a que 15 ans. Moi, franchement, j'étais heureuse de me marier. Mais t'aurais pas préféré gagner ta liberté autrement que par le mariage? J'aurais pas. Avec mon père? Comment ça dit, moi? Je serais restée ici 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Il nous aura toujours serrés, c'est vrai, papa? Jusqu'au mariage. Franchement, il faut dire la vérité. Il n'aurait jamais laissé sortir à 18 ans, 20 ans aussi. Hein. Jamais. Mais non. Il était très dur. Ah non. Un an après sa sœur Chaba, Wardia choisit de se fiancer en Algérie avec l'un de ses cousins. Le mariage est célébré en France. Elle a 18 ans. Ça représentait quoi pour toi le mariage? Ça représentait la vie, la liberté,
Le fait de partir chez ses parents et de faire un peu... de faire notre vie, quoi, d'être libre. Malheureusement, mon mari de l'époque m'avait dit « ce serait bien que tu arrêtes tes études pour pouvoir travailler ». Et moi, ça m'a tout chamboulé, quoi. Pour moi, le fait de faire de la couture, d'avoir appris toutes ces choses, je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je voulais continuer. J'aurais aimé faire mon bac pro, mon BTS, enfin aller au-delà et pourquoi pas enseigner dans cette discipline. Voilà. Le mariage des filles relève de la responsabilité des mères, c'est même leur devoir. C'est l'aboutissement pour elles de toute une éducation qui commence dès l'enfance. Marier sa fille est une fierté, échouer à le faire est une honte. Les mariages sont le plus souvent arrangés par les mères et s'organisent dans les appartements. Un phénomène qui va paradoxalement prendre une ampleur nouvelle en 1981 avec l'élection de François Mitterrand. Aujourd'hui, dans les préfectures, a débuté l'opération régularisation des travailleurs étrangers sans papier. Le but recherché étant avant tout de lutter contre les emplois clandestins et le travail au noir. Cette politique généreuse va bouleverser le destin des filles des cités. La régularisation massive attire de nombreux garçons venus du bled. Pour eux, la seule façon d'obtenir des papiers est d'épouser une fille vivant en France. Soudainement, les demandes en mariage se multiplient. N'importe qui pouvait frapper à la porte de n'importe qui et demander la main d'un tel. Et pour eux, c'était une offense s'il y avait le refus. Mais il n'y avait aucune sécurité dans ce truc-là. Parce qu'après, le mec, il partait, la maman était tout heureuse, oh, ma fille, peut-être elle va se marier et tout. Ça venait après, il y avait un petit jour où il devait revenir pour une petite discussion. La fille et le garçon dans une chambre ou dans un truc, pour avoir un peu, se poser des questions, se connaître un peu, mais c'était vraiment du vite fait. Tu vois, quelque part, je suis pas une fille du bled, je suis une fille de France. J'ai accepté, j'ai accepté. Tellement que ma mère, elle a tellement écouté son voisinage. Je lui en ai voulu, je lui avais dit. Il n'y a pas longtemps, je lui ai dit, c'est de ta faute. Elle en a pleuré. Elle en a pleuré. J'ai accepté de me marier avec une personne pour fermer toute la bouche du voisinage. Et finalement, quand je me suis mariée avec lui, on a fait un grand mariage. Ma mère qui a financé. Il a financé quoi, lui? Il n'a rien financé. Le mec, il veut se marier, le mec n'a rien dans ses poches. Je suis restée 3 mois avec lui. Je lui ai dit, écoute, tu n'auras pas les papiers avec moi. Je ne t'aime pas, tu m'aimes pas, je ne te ferai jamais les papiers. Je ne suis pas la préfecture, je ne suis pas le truc, je ne te ferai jamais les papiers. Mina est une de mes amies d'enfance. De nous toutes, c'est elle qui avait le plus de liberté pendant l'adolescence. Pourtant, elle sera mariée de force. Au début des années 80, le mariage des filles est autorisé en France dès l'âge de 15 ans, ce qui rend les filles maghrébines particulièrement vulnérables. À l'époque, j'avais 17 ans et on ne m'a pas trop demandé mon avis. Le jour du mariage, je ne comprenais pas très bien la langue en fait. On m'a emmenée au consulat, on m'a dit il faut que tu signes, tu dis oui. Et puis, voilà, le gars, il n'avait pas de papier, il était moche. Mais, ouais, moi, ça a été violent, quoi. Donc, ouais, ça a été violent. Et la nuit de noces? La nuit de noces, c'est sauf qui peut, quoi. J'ai pris des coups, j'ai été frappée, C'est deux trucs de fou, ça. Je parle maintenant que 30 ans après, quoi. C'est pas...
Non, c'est... Ah, c'était... Ils m'ont enfermé, quoi. C'était... Ouais, c'était violent, quoi. C'était très violent. Donc, j'ai pas voulu. Donc, ensuite, les insultes, ramenez-la chez sa mère, rendez-la... Enfin, les filles, elle n'est pas pure. Et patati patata. Et puis, les coups, les insultes. Donc, je lui ai fait croire que j'allais faire les papiers à la mairie. Et puis, on avait 10 francs à l'époque, ma sœur et moi. Et puis, on est partis... J'ai fugué, hein, donc je suis partie à l'aventure avec ma sœur à Paris. On a passé des nuits assez dangereuses dans Paris parce que c'était à Pigalle. Et donc on a dormi dans des squats, on a dormi dans des caves. On avait peur parce qu'il y avait quand même des gens très louches. Hein. Mais on a passé aussi des bons moments parce qu'il y avait le Sacré-Cœur, c'était le rendez-vous des jeunes, c'était la guitare. Au bout d'un moment, c'est devenu dangereux, donc on s'est fait contrôler par la police hein, parce qu'on était mineurs. Et ils nous ont emmenés. Donc ils ont appelé les parents et on avait un avis de recherche justement sur nous. Quoi. Quand tu dis aux flics qu'on t'a marié de force, comment ça réagit? Ils connaissaient déjà cette façon de vivre de certains Maghrébins et ça les a pas choqués. La seule chose, c'est que ils m'ont ramené devant donc, le consulat du Maroc à Nanterre, pour annuler le mariage, parce que déjà, avant ça, il y avait quand même des violences qui ont été faites, physiques sur moi, donc par rapport à cet homme-là qui n'avait pas de papier, et tentative aussi de viol, hein, parce qu'on n'a rien sans rien, donc c'est assez violent quand on n'a que 17 ans. J'ai l'impression de... La sœur de Mina continue sa fugue dans Paris et disparaît. À cette époque, la drogue fait des ravages dans la jeunesse désemparée des quartiers. J'allais à la chasse pour la trouver, dans des caves, dans des cages d'escalier, C'était les années 80, donc... Il y avait la drogue à ce moment-là, l'héroïne, la cocaïne qui arrivait dans Paris, c'est un fléau, c'est une... Moi, quand je vois toutes les copines qui n'ont pas eu 30 ans, quoi, qui n'ont même pas eu 25 ans, qui sont mortes d'overdose. Quand vous avez un toxicomane, ça bouleverse beaucoup de choses hein, dans une famille. En fait, après, on nous culpabilise. Il faut porter tout ça, et puis quand ça porte, il faut le porter longtemps, et très longtemps. Mina mettra plus de 10 ans à retrouver sa sœur. Je connais des familles qui n'ont pas eu cette chance. La drogue, les fugues, les disparitions étaient le signe du mal-être de toute une génération. Une génération qui va devoir aussi affronter l'émergence d'un racisme violent dans la société. À Bobigny, à Marseille, partout en France, des faits divers tragiques font la une de l'actualité. Je me rappelle surtout la douleur d'une mère qui aurait pu être la mienne. Ils m'ont tué mon fils pour rien. Ils ont tué un jeune de 17 ans qui n'a jamais rien fait. Mes enfants, ils n'ont jamais rien fait. Mon fils a servi pour la France. Ça nous a rien coûté. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que nous sommes des Arabes. Parce qu'ils l'ont
brisé le cœur. Ils m'ont tué. C'est pour que cette folie cesse que les jeunes de ma génération ont marché, soulevant un immense espoir. C'était en 1983. On avait juste un rêve, nourri depuis l'enfance, l'égalité. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous attendez? Un monde meilleur pour nous, si c'est possible. On ne demande pas la lune, on demande de vivre, c'est tout. Avec cette marche, rebaptisée la marche des beurs, on voulait dire à la société française que nous, les enfants issus de l'immigration, nous n'étions pas là en transit. Et on voulait dire à nos familles que nous, leurs enfants nés en France, nous ne repartirions jamais au bled. Notre pays, c'était la France. Au moment de la marche, j'ai 16 ans, la tête pleine de rêves et d'espoir, et j'ai enfin l'âge de demander la nationalité française. Allez-y, caméra, gros plan. Tu vas te ridiculiser, ma vieille, et ça ne s'efface pas. Je suis persuadée, comme mes frères et sœurs, que c'est un moyen d'intégration, comme la réussite scolaire. Mais à ma grande stupéfaction, mes parents refusent. Pour eux, je dois rester marocaine. J'entame alors à contre-cœur des démarches pour obtenir une carte de séjour. À la préfecture de Bobigny, dès le premier contact avec l'agent de police, je me sens traitée avec mépris. Et puis ça continue avec la fonctionnaire qui me reçoit derrière le guichet. De nouveau un mépris et un racisme à peine dissimulés. Pour la première fois de ma vie, je suis submergée par un sentiment difficile à supporter. L'humiliation. Dans la société française s'est installée l'idée que l'immigration est un problème, que les enfants issus de l'immigration sont incapables de s'intégrer. Le raz-de-marée du Front National aux législatives de 1986 balaye mes rêves d'égalité, mes espoirs d'adolescente. Face au mépris, je ressens le besoin d'afficher avec fierté mon identité arabe et musulmane. Je suis la première fille voilée de Bobigny. J'ai 17 ans. Mon voile, c'est aussi un cri de colère adressé à mes parents. Pourquoi avoir fait le choix de venir en France après l'indépendance de leur pays? Avaient-ils seulement mesuré les conséquences pour nous, leurs enfants, de naître et de grandir ici? Adolescente, cette colère immense qui m'habite est nourrie par le discours des intégristes. Ils me confortent dans l'idée que la France ne nous acceptera jamais. Mais ils accusent aussi nos parents d'être trop conciliants avec ce pays qui les a colonisés et d'être de mauvais musulmans. Mais je suis très vite mal à l'aise. Je réalise que ce voile que je porte m'associe à ces hommes, à une idéologie intégriste à laquelle je n'adhère pas. Il y a une contradiction entre ce que j'affiche et ce que je suis au fond de moi. Salut Mich. C'est cool. Michel, c'est ma meilleure amie. Si pour les intégristes, c'est une mécréante, pour moi, c'est une sœur. On se connaît depuis l'âge de 3 ans. Toi, t'étais là. Moi, j'étais là au 3e. On a tout partagé ensemble, de la maternelle jusqu'au bac. Et moi, tu me voyais comment? Bah toi, c'était pas... Enfin, j'avais une vision, en tout cas, d'une fille qui était aussi élevée de manière stricte. Moi, je me rappelle de tes parents. Et encore, ta mère, elle était... tout en te donnant une éducation quand même assez stricte, elle était quand même... comment je vais dire ça?
Elle était moderne, ta mère, en fait, déjà. Et quand t'as mis le voile, elle me disait, dis-lui à Bouchra, qu'est-ce que tu veux que je lui dise, moi. C'est comme ça. Ça m'a pas beaucoup changé, si. Ah si, t'as changé quand même. Quand j'ai porté le voile, d'un point de vue caractère, d'un point de vue... Non, c'était toi, mais voilà, tu croyais en quelque chose et puis tu voulais t'affirmer comme ça et voilà, et puis tu te laissais pas faire, toute jeune comme tu étais, et face même à une mère qui te disait de relâcher, tu vois. Et moi je voyais tes travels, moi je voyais tes cheveux. Oui, quand je venais chez toi, tu m'enlevais mon foulard et tu disais oh mais ils sont trop beaux. J'aurais porté le voile rien que pour avoir des beaux cheveux, pas des trucs tout frisés là. C'est vrai. J'ai mis longtemps à comprendre ma mère. Elle était pleine de contradictions. Comme tous les immigrés, elle avait du mal à voir ses enfants s'éloigner des traditions. Et pourtant, elle, qui n'avait jamais été à l'école, a tout fait pour que j'aille à l'université. J'ai fini par réaliser le courage qu'il avait fallu à mes parents de tout laisser derrière eux pour offrir une vie meilleure à leurs enfants, en France. Avec les années, j'ai compris que je n'avais pas à choisir entre mon enfance française et mes racines marocaines. J'étais l'héritière d'une histoire coloniale difficile, mais elle appartenait au passé. À présent, c'était à moi d'écrire mon histoire. Je suis restée croyante et pratiquante, mais je ne ressentais plus le besoin de porter mon voile. Les douleurs et les souffrances de l'adolescence restent ancrées au plus profond de nous. C'est sans doute le prix à payer pour que peu à peu nos mères changent de regard sur leurs filles et acceptent notre détermination à vivre autrement. Après mon mariage forcé, j'ai mis très très longtemps, peut-être 10 ans, pour que ma mère reconnaisse qu'on a besoin de son affection, qu'elle ait un autre regard sur nous, les filles. Et au fur et à mesure du temps qui passe, on a pu, toutes les deux, partager des moments très forts. C'est là où j'ai vu ma mère. En fait, c'est pas le fait qu'elle me dise... Déjà, elle m'a dit « je suis ta mère », mais avant ça, je suis une femme. Sache que tout ça, je l'ai vécu aussi. Et j'ai pas besoin de parler pour qu'elle comprenne, qu'elle ressente les blessures que je peux avoir. Enfin, personne ne peut comprendre ce que j'ai vécu comme elle. Et ça nous a vraiment, toutes les deux, scellées jusqu'à la mort, quoi. On n'a plus cette crainte qu'on avait auparavant. Non, c'est fini. C'est peut-être dû à la liberté qu'on a prise. Hein. On a dit non à tout ce qu'on voulait nous imposer. Ou peut-être parce que, ce qu'on nous a imposé, on a fait comme bon leur semblait. Parce que pour eux, c'était la meilleure des choses. Et quelque part, dans notre esprit, on dit, c'est ta faute, c'est toi qui m'as ramené vers l'échec. Et après, le pardon, il y a toujours le pardon. Pourquoi le pardon? Parce que ce sont nos parents. Et ta mère, ce qui l'a transformée quand même, c'est le travail. Le travail a tout fait. Ça lui a donné sa liberté, et sa liberté d'expression. Mon père, à certains moments, quand il voyait ma mère travailler, il a commencé à voir ma mère qui ramenait de l'argent au foyer. Il a commencé à l'écouter. Il a commencé à dire d'accord. Qu'avant, c'était pas comme ça. Tu n'avais pas le droit à la parole. Ma mère, comme la mère de Dalila, est devenue assistante maternelle pour l'aide sociale à l'enfance de Bobigny. Je l'ai vue changer quand elle a accueilli à la maison 2 petites Bretonnes qu'elle a élevées comme ses propres filles. Contre toute attente, elle accepte mon mariage avec un franco-tchèque rencontré sur les bancs de la fac.
un des premiers mariages mixtes à la Cité de l'Amitié. Pour mon ami Wardia, le chemin de la liberté aura été beaucoup plus long. Il lui aura fallu plus de 10 ans pour sortir d'une forme de soumission docile. Pour elle, le déclic va venir d'un drame. J'ai travaillé la rue Saint-Sulpice dans la restauration. Et puis je pars, comme d'habitude, sur Saint-Michel pour rentrer à Bobigny. Il y a un monsieur qui me dit « Vous allez où, madame ?» J'ai dit « Je rentre chez moi. » C'est là qu'il m'a dit « Il y a eu un attentat, il y a une bombe qui a sauté. » En 1995, l'attentat du RER Saint-Michel est un des premiers attentats islamistes en France. Pour nous toutes, c'est la stupeur, car un jeune de cité y est impliqué. Mais pour Wardia, enceinte de quelques mois quand elle assiste à la scène, c'est un traumatisme intime. C'est quand je suis rentrée chez moi, je me suis posée, c'est là que tout est passé en boucle. Je réfléchissais, je me disais, mais qu'est-ce que... Voilà, je suis arrivée là, ça aurait pu être moi, dans le RER. Donc c'est là que je me suis dit, je vais prendre ma vie en main, quoi. Et le fait d'avoir vu ces victimes, ces gens par terre, enfin, les secours qui arrivaient, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie d'aider les autres. J'ai dit, je vais soigner les autres. Je vais aider l'autre. Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie de couple? Ben, je commençais à rejeter le père de mon fils. J'étais pas épanouie, en fait. Non, j'étais pas épanouie. Dans ma tête, j'étais déjà décidée, quoi. Je voulais plus être mariée, quoi. Je voulais plus rester avec lui. Je vais arrêter qu'on décide pour moi, faire ceci, faire cela. Donc je me retrouve avec mon fils toute seule, en bas âge. Voilà, j'affronte la vie. Hein. La vie, de toute façon, c'est une bataille. On ne peut pas avoir une vie simple. Je suis passée par beaucoup d'étapes, beaucoup d'obstacles, des embûches. On tombe, on se relève, on remonte, on tombe, on se relève. Et des fois, on a un mur devant soi, ben, il faut le monter, le dépasser. Si on n'arrive pas à casser les briques. Pour moi, la photo, ça a été plus qu'une liberté, ça a été aussi une libération. Ce que j'ai pas pu exprimer au travers de la parole, je l'ai exprimé à travers mes photos. Si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu, bien sûr, je pense pas que ce genre de photographie, je l'aurais fait aujourd'hui. Je pense que j'aurais fait peut-être des choses beaucoup plus colorées, beaucoup plus joyeuses que des photos qui racontent énormément de souffrance absolue. Et ça me permet de me nourrir au travers de tout ça, quoi. Aujourd'hui, c'est moi qui décide. Et je lâcherai pas la photo. Peu importe. Même si je dois manger des pierres demain. Voilà. Je sais qu'aujourd'hui, je peux y arriver. Parce que j'ai cette force qui me dit, Dalila, pourquoi elle et pas toi? Je me dis, le plus dur, je l'ai déjà passé. Mon projet et mon rêve, c'est l'immobilier. Je veux créer, je veux travailler en mon propre compte. J'ai la niaque, j'ai l'ambition, j'ai tout ce qu'il faut et je sais que je vais y réussir. Je pense que j'ai trouvé ma voie. Maintenant, je suis infirmière, je suis heureuse. Je suis fière, je suis contente.
De la couture, je passe au milieu médical avec des malades, voilà. Des médecins, des aides-soignants, des psychologues. Non, je regrette rien, je me sens bien. Je regrette rien. Dans chaque famille, dans chaque cité, il y a des histoires comme les nôtres, des histoires de conquête de liberté menées dans l'ombre. Des luttes silencieuses qui ont donné à la génération suivante le courage de prendre la parole. Je pense qu'on a obtenu une certaine victoire en quelque sorte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, les hommes et les femmes parlent, y compris les femmes qui avaient vraiment besoin d'expliquer ce qu'elles pouvaient vivre au quotidien et commencer à s'organiser. S'organiser, ne plus se sentir seule, ne plus se sentir écartée. Et c'est vrai que ça a redonné beaucoup d'espoir, cette marche, beaucoup. En 2002, près de 20 ans après la marche des Beurs, le débat sur la condition des filles dans les quartiers s'impose, enfin. Libérer la parole, c'était le premier but du mouvement Ni pute ni soumise. Respect, égalité pour les femmes du monde entier. Respect, égalité pour les femmes du monde entier. Respect, égalité pour les femmes du monde entier. Grâce à cette marche, la loi permettra de relever l'âge légal du mariage des filles de 15 à 18 ans. Et la lutte contre les mariages forcés deviendra un combat politique. Nos petites sœurs seront les premières à profiter de nos conquêtes. Nous avons été pour elles des modèles et des soutiens indéfectibles. Ma sœur Salima, comme ses amies, sont la relève, les audacieuses. Eh bien, je vais faire un petit discours là, j'ai 18 ans. Vas-y, allez. Majeur vacciné, oui, must t'entends. Le soir, maintenant, j'ai le droit de sortir. Il va dire, celui qui va aller se faire la bouffer le soir, il vient me bouffer, il va tousser, il me demande allez, go. Elle respire là. Sinon, ils ont bien ça, il va aller faire ça. Mais non, c'est 1%. Et 2 pour tous. Voilà. C'est dans l'école communale de notre enfance que nous votons aujourd'hui. Madame Kawashi Yamina. Si notre génération a fini par trouver sa place dans la société française, je sais que les défis à relever sont encore nombreux. Damana Wardia. À voter. Devenir française aura été un long chemin pour chacune d'entre nous, et devenir des femmes libres, un très long combat. Bonne journée, madame. Au revoir. Presque 50 ans de vie à la Cité de l'Amitié, et 3 générations se succèdent dans le salon de ma mère. Aujourd'hui, je me demande quel héritage léguer à nos enfants, et à ma fille en particulier, ma petite Sakina. Toi qui es française, d'origine tchèque et marocaine, tu te poseras peut-être comme moi à ton âge, et comme beaucoup de jeunes de ta génération, la question de ton identité. Ta grand-mère, qui a connu la colonisation, a choisi de devenir française à plus de 60 ans. En la regardant peindre ce tableau de la République, je sais qu'une page est tournée. Alors,
N'écoute pas ceux qui te diront que nous sommes restés décolonisés, que la société française n'a pas changé et qu'il faut se replier sur nos identités religieuses ou raciales. Tu vis dans un pays plein de promesses. Il faut que tu en sois fière. Mina, Wardia, Dalila et moi, nous te léguons nos conquêtes pour que tu portes à ton tour encore plus haut, encore plus loin, notre farouche désir de liberté.